Alors quand les avis divergent, on peut imaginer avoir deux situations. D'abord, la réponse à la question, elle est connue et une des deux parties, ou les deux, ignore cette réponse pourtant bien connue. Ou alors, on n'a pas encore trouvé la réponse et les parties peuvent savoir qu'on ne connaît pas la réponse ou encore l'ignorer, mais elles ont probablement toutes un avis qu'elles tiennent de leur expérience personnelle ou de l'idée qui prévaut dans la culture médicale locale. Ben oui, parce que même si on ne sait pas, nous, les docteurs, on fait souvent tout de même quelque chose. Et je m'inclus dedans et j'y reviens plus loin. Alors, en médecine, c'est souvent difficile de connaître la réponse à une question. Est-ce que traitement A est meilleur que traitement B? Est-ce que donner par exemple des antibiotiques pour une otite à un enfant de moins de 2 ans mène à moins de douleur, une résolution plus rapide et moins de complications liées à la maladie ou au traitement d'ailleurs, que de ne pas donner d'antibiotiques? Pour l'instant, la réponse à cette question précise est oui. Voyez ma diatribe sur l'otite moyenne aiguë chez l'enfant. Une autre question? Est-ce que les enfants allaités exclusivement pendant 6 mois ont moins de risques de développer une otite que ceux qui ne le sont pas? Pour l'instant, la réponse de nouveau est oui. Voyez de nouveau ma diatribe sur l'otite moyenne aiguë chez l'enfant. Une autre? Est-ce que les enfants chez qui on offre une grande variété alimentaire rapidement après l'âge de 5-6 mois ont plus de risques de développer une allergie? Pour l'instant, la réponse est non, d'après des études récentes et de bonne qualité. Alors, comment sait-on tout cela? C'est ce dont on va parler maintenant. Alors oui, on peut tenter de trouver des réponses. Il y a des techniques pour cela, mais bien entendu, c'est assez compliqué et souvent, ça coûte aussi très cher. Et puis, toutes les questions ne peuvent pas être étudiées de la même manière, avec la même précision, en d'autres termes, justement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons financières. On est alors condamné à vivre avec des certitudes approximatives, ce qui mène à des discussions interminables et bien entendu, les avis divergent de nouveau, notamment entre professionnels. Alors, c'est par exemple le cas dans le domaine de la nutrition, où beaucoup d'études consistent à simplement observer les différences entre les participants, par exemple en termes de ce qu'ils mangent. De nouveau, pour des raisons éthiques et financières. Alors vous connaissez la lutte entre les partisans des graisses et ceux des pâtes, saura-t-on jamais vraiment de quoi il retourne? En plus, en nutrition, il y a de gros intérêts financiers, vous le savez, à la clé, ce qui n'aide évidemment pas, vous vous en doutez, à établir les faits. Voyez à cet égard la discussion sur les conflits d'intérêts. Par contre, lorsque c'est possible et d'un point de vue éthique, pratique et financier, il existe des méthodes bien établies qui permettent de s'approcher de la réponse à la question. Est-ce que traitement A est meilleur que traitement B? Alors ce sont des études cliniques contrôlées, randomisées. Alors pas de panique, j'explique ça dans un instant. En principe, ces méthodes devraient mettre tout le monde d'accord sur la question. En principe. Alors la technique, la principale raison qui nous permettra d'être certain ou non de la réponse donnée par une étude est donc liée à sa méthodologie. C'est la différence entre les études observationnelles, souvent utilisées en nutrition, je l'ai dit pour des raisons pratiques et éthiques, et les études expérimentales qui sont du reste obligatoires dans l'évaluation des médicaments actuellement. Le problème des études observationnelles, des études épidémiologiques, c'est que par nature, elles ne peuvent pas établir avec certitude qu'une cause a entraîné un effet. De telles études ne peuvent pas établir de causalité, en d'autres termes, et c'est pour cela qu'on parlera de corrélation, d'association entre une cause possible et un effet observé. Il reste en effet dans de telles études observationnelles une part de facteurs confondants qui entachent les résultats. Alors un facteur confondant existe lorsqu'un facteur, ici par exemple le facteur A, semble mener tout droit à un résultat qu'on observe, alors qu'en fait il y a un autre facteur qui lui est souvent caché, ici facteur B, qui est directement lié à facteur A et qui lui est la cause réelle du phénomène observé. Ces problèmes en fait sont très fréquents dans les études observationnelles et leur influence peut même complètement changer l'impression qu'on a d'une association entre une cause apparente avec un effet observé. Attention donc aux études observationnelles. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer la recherche épidémiologique et donc je m'empresse d'ajouter que non seulement dans de nombreux cas on n'a pas le choix et que l'on doit travailler avec les informations fournies par les études épidémiologiques, observationnelles, mais aussi qu'en fait que certaines de ces études ont permis d'établir des faits d'importance majeure en médecine. Alors on peut rappeler l'exemple célèbre de l'étude de Bradford Hill et Doll sur le tabac comme cause majeure du cancer du poumon. Lorsque c'est faisable, cependant, les études expérimentales permettent de se rapprocher de la vraie réponse, d'établir un lien de cause à effet. Le genre de réponse qui devrait donc mettre tout le monde d'accord. Alors, on va en parler maintenant parce que ce sont ces méthodes expérimentales qui nous permettent d'obtenir des preuves nécessaires à une pratique
scientifique de la médecine.